Le 13 juin 1876, la Martinique s'embrasa d'une nuit que l'histoire officielle tenta longtemps d'effacer. Une nuit de sang et de flammes où 47 esclaves de l'habitation du bois, accablés par des décennies d'humiliation et de supplices, se levèrent d'un seul bloc et firent trembler l'ordre colonial. On l'appela plus tard la Nuit des Vengeurs, mais sur le moment, ce fut un cri, un rugissement de douleur transformé en fureur. Tout commença dans le silence oppressant des champs de Cannes. La lune montait lentement, éclatante, découpant les silhouettes noires des cases misérables alignées au pied de la colline. L'air était lourd, saturé d'humidité, et chaque respiration semblait plus difficile que la précédente. Pourtant, dans l'obscurité, une énergie étrange circulait. Des murmures, des regards, des gestes rapides. On aurait dit que la terre elle-même frémissait sous les pas des captifs. Depuis des années, l'habitation du bois était synonyme d'enfer. Les esclaves la surnommaient la plantation de la mort. Là où d'autres domaines infligeaient déjà la souffrance quotidienne du fouet et du travail sans fin, celle-ci ajoutait une cruauté méthodique, presque scientifique. Le maître, le colonel Charles Dubois, aimait à dire qu'il gouvernait son domaine comme une caserne. Il se vantait de tenir ses nègres dans une discipline parfaite comme des soldats obéissants. Mais derrière ce vernis militaire se cachait une brutalité sans bornes. Les 47 esclaves de cette habitation portaient tous, dans leur chair ou dans leur mémoire, des marques de cette terreur. Certains avaient vu leurs parents mourir sous le fouet. D'autres avaient perdu leurs enfants, vendus à d'autres plantations. Tous avaient connu la faim, les coups, les nuits blanches à réparer les moulins brisés. Mais en 1876, la douleur se transforma en quelque chose de plus dangereux, un désir de vengeance. Les anciens racontaient que le moment avait été prophétisé. Dans les veillées nocturnes, une vieille femme, surnommée Maman Johanna, répétait souvent « Le sang appellera le sang. Un jour, ceux qui fouettent seront fouettés à leur tour. » Les plus jeunes écoutaient en silence, incrédules, mais ces paroles restaient gravées dans leurs esprits. Et lorsque la lune monta dans la nuit du 13 juin, beaucoup affirmèrent avoir entendu sa voix résonner dans le vent, comme une bénédiction des ancêtres. Les tambours, interdits par le maître, résonnèrent pourtant, discrets mais fermes. Pas des rythmes de danse, mais des battements graves, solennels, qui rappelaient des cérémonies ancestrales d'Afrique. Chaque coup de tambour était un appel. « Levez-vous, le temps est venu. » Les 47 hommes et femmes se rassemblèrent derrière les cases, à l'abri des regards. Ils n'avaient ni fusil, ni sabre, seulement des machettes volées, des bâtons durcis au feu, des pierres taillées. Mais dans leurs yeux brillait une lumière nouvelle, un éclat que ni le fouet ni le fer n'avaient pu éteindre. C'était la lumière de la décision. Ils savaient qu'à l'aube, beaucoup d'entre eux seraient morts. Mais ils savaient aussi qu'ils ne mourraient plus en esclaves. À leur tête se tenait Benoît d'Angola, un homme large d'épaules, marqué par les années, mais encore vigoureux. Arraché enfant à son pays d'origine, il avait grandi dans les fers et les coups, mais avait toujours gardé vivante la mémoire de ses ancêtres. Sa voix grave calmait les jeunes, guidait les hésitants, rappelait aux plus craintifs que mourir pour la liberté valait mieux que vivre enchaîné. Ce soir-là, il leva une machette rouillée et dit simplement « Nous avons trop attendu. Cette nuit, c'est eux ou nous. » Un murmure parcourut le groupe, comme une vague de feu. Chacun serra son arme improvisée. Les femmes, qui avaient vu leurs enfants vendus ou tués, pleuraient en silence, mais restaient droites. Les hommes, habitués aux coups, tremblaient de rage plus que de peur. La nuit s'épaississait et le silence des champs n'était plus qu'une illusion. Dans l'air, quelque chose avait déjà changé. Les chiens de garde, d'ordinaire bruyants, restaient étrangement silencieux. Les torches allumées autour de la maison principale vacillaient, comme si elles savaient qu'elles éclaireraient bientôt autre chose que des murs blancs. Et puis, le signal fut donné. 3 coups de tambour, secs, rapides. Benoît d'Angola leva sa machette vers la lune et souffla « Pour nos morts,
pour nos enfants, pour nous. Les 47 s'élancèrent dans la nuit, leurs cris déchirant le silence comme une tempête. Ce qui allait suivre resterait gravé dans la mémoire collective, transmis en secret de génération en génération. Car en cette nuit de juin 1876, l'ordre colonial allait vaciller sous la fureur des enchaînés. L'habitation Dubois s'étendait sur plus de 2000 hectares, comme une forteresse de canne à sucre au cœur de la Martinique. Vue de loin, elle semblait majestueuse, une grande maison blanche, flanquée de colonnes, trônant sur une colline, entourée de jardins soigneusement entretenus. Autour, les champs ondulaient comme une mer verte à perte de vue, ponctuée de moulins à vent qui broyaient sans relâche la canne pour en extraire le jus sucré. Mais derrière cette façade d'ordre et de prospérité se cachait un enfer quotidien. Les cases des esclaves, alignées en rangs serrés au pied de la colline, formaient un village misérable. Construites de torchis et de chaumes, elles abritaient parfois jusqu'à 10 personnes dans un espace suffocant. La nuit, les corps épuisés s'y entassaient, serrés les uns contre les autres, luttant contre les moustiques et la faim. Le matin, avant même que le soleil ne se lève, la cloche de fer sonnait et chacun devait reprendre la marche vers les champs, sous la surveillance constante des contremaîtres. Le maître des lieux, le colonel Charles Dubois, était la figure même de l'arrogance coloniale. Ancien militaire revenu des campagnes d'Afrique, il s'était établi sur l'île avec l'ambition de transformer ses terres en un empire du sucre. Il aimait à se présenter comme un homme de discipline, vantant sa rigueur et son sens de l'organisation. Mais derrière ces discours d'ordre et de travail se cachait une cruauté implacable. Dubois traitait ses esclaves comme des soldats déchus qu'il fallait dresser à coups de fouet. Pour lui, l'humiliation était une arme de commandement. On disait qu'il se délectait des séances de punition, qu'il observait avec un sourire froid les corps lacérés, notant presque la résistance de chacun comme un général observe le moral de ses troupes. Il croyait gouverner par la peur, et dans une certaine mesure, il y parvenait. Mais cette peur, au fil des années, se transforma en haine. Sous ses ordres, 4 contremaîtres régnaient sur les champs comme des bourreaux. Chacun avait sa spécialité, sa manière d'imposer la terreur. Les esclaves les surnommaient les 4 cavaliers. L'un maniait le fouet avec une précision diabolique, capable de fendre la peau d'un seul coup. Un autre brisait les os de ceux qui ralentissaient, utilisant une lourde canne comme une arme. Le troisième tenait les registres des punitions, notant froidement les coups infligés, réduisant la souffrance à une simple statistique. Et le dernier marquait au fer rouge, inscrivant dans la chair des captifs le sceau de la honte et de la possession. Autour de la maison principale, tout respirait la richesse. Des tapis venus de France, des vins importés de Bordeaux, des porcelaines fines ornaient les salons. Des invités de passage, souvent des planteurs voisins ou des officiers, admiraient cette demeure et félicitaient Dubois pour sa réussite. Mais aucun d'eux ne descendait jusqu'aux cases. Aucun ne voyait les plaies ouvertes, les ventres creux, les yeux brisés. La discipline de l'habitation était absolue. Les esclaves n'avaient pas le droit de chanter, pas le droit de se rassembler, pas le droit de posséder le moindre objet personnel. Le moindre écart était puni. Une mangue volée valait 20 coups de fouet. Une absence d'1 heure dans les champs valait la marque au fer. Une parole jugée insolente valait la corde. Les enfants grandissaient en apprenant que leur vie ne leur appartenait pas, mais qu'elle était déjà offerte au maître. Pourtant, malgré cette machine de terreur, une flamme subsistait. Dans les veillées clandestines, quand les tambours résonnaient en secret, les esclaves se souvenaient. Ils se souvenaient de l'Afrique, des ancêtres, des révoltes passées. Ils se souvenaient que la liberté n'était pas un rêve, mais une mémoire. Et dans leur chuchotement, le nom de Benoît d'Angola revenait souvent, car lui seul semblait capable d'incarner cette mémoire vivante et de transformer la douleur en courage. Mais Dubois, aveuglé par son arrogance, ne voyait rien. Pour lui, ses esclaves étaient brisés, soumis, incapables de lever la tête. Il croyait son règne éternel. Il ignorait que derrière les regards baissés,
derrière les dos courbés, une tempête se préparait. Une tempête qui, le 13 juin 1876, allait engloutir tout ce qu'il croyait indestructible. Les esclaves de l'habitation du bois avaient un nom pour désigner les 4 contremaîtres, les cavaliers de la douleur. Car chacun d'eux incarnait une forme particulière de cruauté, un visage différent de la terreur. Ensemble, ils formaient un système si implacable qu'il semblait impossible à briser. Mais c'étaient aussi eux qui, sans le savoir, préparaient leur propre chute. Le premier se nommait Louis Morel, un ancien soldat devenu maître du fouet. Ses bras étaient aussi puissants que des cordages, et sa fierté résidait dans sa précision. On disait qu'il pouvait fendre la peau d'un seul coup à 10 pas de distance. Ses victimes portaient ses signatures sur le dos, comme une écriture macabre tracée dans la chair. Morel aimait montrer sa dextérité devant le colonel Dubois, qui l'applaudissait comme on applaudit un artiste. Pour les esclaves, chaque claquement de son fouet résonnait comme un tonnerre, annonciateur de cauchemars. Le second était Étienne Roche, surnommé le briseur d'os. Plus massif que Morel, il utilisait rarement le fouet. Son arme de prédilection était une lourde canne de bois, parfois un manche de pioche, qu'il maniait avec une brutalité aveugle. Un esclave qui trébuchait dans les champs, une femme trop lente à porter ses charges, un enfant qui ne courait pas assez vite, tous goûtaient à ses coups. Les os fracturés, les épaules disloquées, les mâchoires brisées étaient de sa marque. Il n'avait pas besoin de tuer, il laissait les corps mutilés comme avertissement vivant. Le troisième, Pierre Launay, était d'un autre genre. Plus mince, plus calculateur, il tenait les registres des punitions. Chaque coup infligé, chaque plaie ouverte, chaque mort était noté dans ses carnets avec une froide minutie. Pour lui, la souffrance n'était pas une pulsion, mais une statistique. La peur est efficace lorsqu'elle est mesurée, disait-il souvent. C'est lui qui conseillait Dubois sur la fréquence des châtiments, s'assurant que la terreur restait constante, sans jamais faiblir. Les esclaves le haïssaient pour son sourire ironique, ce rictus glacé qu'il affichait lorsqu'il annonçait les sentences. Enfin, il y avait Jean Vanier, le marqueur. Son rôle était de manier le fer rouge, chauffé jusqu'à l'incandescence, pour graver dans la chair le sceau de la plantation. Les lettres D et B pour Dubois étaient imprimées sur les épaules, les cuisses, parfois même sur le visage des captifs jugés rebelles. Vanier se délectait de ces moments. Il disait « Le fer parle plus fort que le fouet ». L'odeur de chair brûlée qui s'élevait alors restait gravée dans les mémoires, un parfum écœurant de douleur et d'humiliation. Ces 4 hommes formaient une hiérarchie de cauchemars. Morel saignait, Roche brisait, Launay comptait, Vanier marquait. Chaque esclave passait tôt ou tard entre leurs mains. Certains en sortaient estropiés, d'autres marqués à vie, d'autres ne revenaient jamais. L'habitation du bois n'était pas seulement une plantation, c'était une machine à broyer les corps et les âmes. Mais la cruauté appelle la vengeance. Les esclaves se souvenaient, ils comptaient les cicatrices, les os brisés, les chairs brûlées. Chaque hurlement résonnait dans leur mémoire comme une dette à recouvrer. Et déjà, autour de Benoît d'Angola, le leader silencieux, une idée folle prenait forme. Rendre à chacun des cavaliers le châtiment qu'il infligeait. Que Morel goûte au fouet, que Roche sente ses os brisés, que Launay voie ses registres tachés de son propre sang, que Vanier soit marqué comme il avait marqué les autres. La nuit du 13 juin approchait, et dans l'ombre des cases, on murmurait leurs noms non plus avec crainte, mais avec une promesse de justice, une promesse de sang. Au milieu de la terreur imposée par le colonel Dubois et ses 4 cavaliers de douleur, une figure se dressait, silencieuse, mais incontournable, Benoît d'Angola. Les plus jeunes l'appelaient le vieux, les anciens le surnommaient l'esprit. Et pour beaucoup, il était simplement le guide, celui qui portait dans ses yeux l'éclat d'un autre monde. On disait qu'il était arrivé enfant, arraché à son village d'Afrique de l'Ouest lors d'une razzia,
vendu aux négriers portugais avant d'être débarqué en Martinique. Son nom africain avait été effacé, remplacé par Benoît, au baptême forcé. Mais dans son cœur, il avait gardé la mémoire de ses origines. Il se souvenait des chants autour du feu, des danses rituelles, des voix des anciens. Même après 50 ans d'esclavage, il portait encore cette flamme en lui. Benoît avait connu toutes les formes de souffrance. Le fouet avait déchiré son dos à maintes reprises, laissant un entrelacs de cicatrices profondes. Ses mains calleuses portaient la marque de décennies passées à couper la canne, à pousser les moulins, à porter des charges écrasantes. Il avait vu mourir ses compagnons, il avait vu ses propres enfants vendus et disparaître à jamais. Mais malgré tout, il était resté debout. Sa force n'était pas seulement physique, elle était spirituelle. Le soir, dans les cases, il racontait des histoires. Il parlait des rois d'Afrique, des guerriers invincibles, des dieux qui protégeaient les opprimés. Ces récits redonnaient courage aux plus jeunes et faisaient pleurer les anciens. Pour lui, transmettre était un acte de résistance. Chaque parole était un rappel que, malgré les chaînes, ils n'étaient pas des bêtes, mais les descendants d'un peuple libre. Avec les années, Benoît était devenu plus qu'un conteur, un stratège. Il observait, analysait, retenait chaque détail de la plantation. Il savait à quelle heure les gardes se relâchaient, quel contremaître buvait trop le soir, quelles serrures grinçaient, quels chiens étaient les plus féroces. Sa mémoire était une arme. Il ne parlait jamais pour rien, mais quand il ouvrait la bouche, chacun l'écoutait. Il ne cherchait pas la révolte par vengeance personnelle, mais par devoir. « Nous devons être les ancêtres de ceux qui viendront », répétait-il souvent. « Si nous mourons aujourd'hui, que ce soit pour que demain nos enfants ne portent plus de chaînes. » Ces mots résonnaient comme une prière. Autour de lui, plusieurs figures se rapprochèrent, formant un noyau solide. Michel, un jeune homme impétueux, qui avait vu son frère mourir sous les coups de Roche, le briseur d'os. Thomas, un ancien forgeron, qui savait transformer les morceaux de métal volés en lames rudimentaires. François, un géant taciturne, réputé pour sa force herculéenne, capable de déraciner une souche à main nue. Ensemble, ils devinrent les piliers de ce qui allait devenir la conjuration. Benoît, malgré son âge, restait en première ligne. Il maniait encore la machette avec une précision impressionnante, mais surtout, il possédait cette autorité invisible qui inspire la confiance. Quand ses yeux sombres se posaient sur quelqu'un, ce quelqu'un se sentait vu, reconnu, digne. Dans un monde qui les traitait comme des bêtes, Benoît rappelait à chacun qu'il était un être humain. Dans les nuits précédant la révolte, il organisa les réunions secrètes. Pas de grands discours, pas de promesses vaines. Seulement des phrases simples, répétées comme des mantras. Nous avons attendu assez, le sang de nos mères crie, nos enfants nous regardent, cette nuit nous rendrons justice. C'est lui qui conçut le plan de vengeance. Chaque cavalier de douleur devait mourir selon sa propre cruauté. Morel goûterait au fouet qu'il maniait si bien. Roche sentirait ses os se briser sous les coups de ses propres armes. Launay verrait ses registres tachés de son sang. Vanier, le marqueur, porterait enfin sur sa chair la brûlure qu'il avait infligée aux autres. Quant au colonel Dubois, il serait jugé non par un tribunal de blancs, mais par ses propres esclaves. Le 13 juin 1876, alors que la lune s'élevait, Benoît leva sa machette rouillée et dit d'une voix qui fit trembler la nuit : « Cette terre a bu assez de nos larmes. Ce soir, elle boira leur sang. » Et dans le silence lourd, 46 autres voix répondirent à l'unisson : « Liberté ou mort !» Parmi tous les esclaves de l'habitation du bois, il en était une que l'on respectait comme une mère et que l'on craignait presque comme une prophétesse. Maman Johanna. Vieille femme aux cheveux blancs, au dos voûté. Elle avait survécu à plus d'un demi-siècle de coups, de privations et de deuil. Ses yeux, voilés par l'âge, semblèrent pourtant voir plus loin que ceux des jeunes.
Elle murmurait souvent des paroles qui ressemblaient à des prédictions. « Le sang appelle le sang », disait-elle, « et la terre réclamera justice ». Beaucoup la considéraient comme la gardienne de la mémoire des ancêtres. Maman Johanna n'avait plus la force de travailler dans les champs. Ses jambes tremblaient, ses mains ne pouvaient plus porter de lourdes charges. On la reléguait à de petites tâches, éplucher le manioc, surveiller les enfants, préparer des décoctions d'herbes. Mais même dans cette semi-inutilité imposée, elle gardait une dignité farouche. Sa voix cassée résonnait comme un tambour ancien quand elle parlait des souffrances passées. Un soir de mai 1876, alors que la chaleur écrasait l'air, maman Johanna tomba malade. Une fièvre la dévorait, ses forces s'amenuisaient. Ses compagnes l'allongèrent dans la case, priant pour que le mal passe. Mais le lendemain, malgré son état, le contremaître Étienne Roche, le briseur d'os, la convoqua dans les champs. Elle protesta faiblement. « Je ne peux pas, mes jambes ne me portent plus. » Roche, indifférent, la frappa de son bâton. « Alors tu ramperas. » Sous les yeux horrifiés des autres esclaves, on la força à se lever. Elle titubait, tombait, se relevait. Ses gémissements déchiraient l'air, mais aucun ne pouvait l'aider, sous peine de subir le même sort. Roche, excédé, ordonna qu'on l'attache au pilori. Le vieux corps fragile fut tiré jusqu'au poteau de bois, ses bras liés avec brutalité. Puis, le fouet de Louis Morel claqua. Une fois, 2 fois, 10 fois. Chaque coup arrachait un cri, chaque cri perçait le cœur de ceux qui regardaient impuissants. Benoît d'Angola, debout parmi les esclaves, sentit ses poings trembler. Ses yeux sombres se remplirent de larmes de rage. Mais il resta immobile, sachant que ce n'était pas encore l'heure. Pourtant, au fond de lui, une limite venait d'être franchie. Au 15e coup, maman Johanna perdit connaissance. Roche éclata de rire et ordonna de la jeter à terre, comme un sac inutile. On la laissa là, gisant dans la poussière, son souffle faible, son corps brisé. Elle mourut 2 jours plus tard, sans jamais rouvrir les yeux. Sa mort fut le choc. Toute la plantation sombra dans un silence pesant. Les femmes pleurèrent, les hommes serrèrent les dents. Les enfants se souvinrent de ces histoires, de ces prophéties. Le sang appelle le sang. Ces mots devinrent un cri intérieur. Lors de la veillée funèbre, Benoît prit la parole. Sa voix grave résonna dans la case bondée. « Maman Johanna est partie, mais elle nous a laissé un message. Elle nous a dit que la terre réclamerait justice. Eh bien, le temps est venu. Si nous restons silencieux, nous sommes déjà morts. Mais si nous nous levons, son esprit marchera avec nous. » Un murmure d'approbation parcourut la foule. Les yeux brillaient de larmes, mais aussi de rage. Michel frappa du poing contre le sol. « Plus jamais !» Thomas, le forgeron, leva une lame improvisée, « Que son sang devienne notre serment. » François, le géant, répondit d'une voix tonitruante, « Liberté ou mort !» Cette nuit-là, les 47 se rassemblèrent derrière les cases. Chacun toucha le corps de maman Johanna avant qu'on ne l'enterre discrètement, et chacun jura en silence que sa mort ne resterait pas impunie. La prophétie était devenue une promesse. Ainsi, la vieille femme qui n'avait plus la force de marcher alluma l'étincelle que même des siècles de chaînes n'avaient pas réussi à éteindre. Sa mort fut la braise qui embrasa la révolte. Après l'enterrement clandestin de maman Johanna, quelque chose changea irréversiblement dans l'air de l'habitation du bois. Les esclaves n'étaient plus seulement résignés ou brisés, ils portaient en eux une rage froide, une énergie contenue qui bouillonnait comme une marmite prête à exploser. La mort de la vieille femme, son corps réduit à l'impuissance par les coups, avait franchi une limite que nul ne pouvait accepter, et tous savaient désormais qu'il ne s'agissait plus de survivre, mais de se venger. Quelques nuits plus tard, alors que la lune était pleine et que le vent soufflait comme un chant des ancêtres, Benoît d'Angola réunit les 46 autres derrière les cases, près du vieux fromager qui dominait la plantation. L'arbre, immense et noueux, était depuis toujours considéré comme sacré. On disait qu'il abritait les esprits des morts, que ses racines plongeaient jusqu'au monde invisible. C'était là que devait se sceller le pacte. Benoît, tenant une machette usée, parla d'une voix grave,
Ce que nous allons décider ce soir ne peut être défait. Nous avons pleuré, nous avons supplié, nous avons supporté. Et qu'avons-nous reçu? Le fouet, le fer, la mort. Le temps des larmes est terminé. Le temps du sang est venu. Il prit une calebasse remplie d'eau mélangée à du rhum et du charbon pilé. Chaque esclave devait y plonger ses doigts et tracer une marque noire sur son front. Ce geste, hérité de rites anciens, signifiait qu'ils n'étaient plus seulement des individus isolés, mais un seul corps, une seule volonté. Lorsque le dernier eut accompli le geste, Benoît leva la machette et fit une entaille sur sa paume. Le sang coula lentement. Il tendit la lame à Michel qui répéta le geste, puis à Thomas, puis à François. L'un après l'autre, les 47 laissèrent couler quelques gouttes dans la calebasse. Le liquide noirâtre devint rouge sombre. « Ceci est notre serment, » déclara Benoît. « Celui qui trahit ce pacte mourra avec eux. Celui qui tient ce pacte vivra, même si son corps tombe. » Alors commença la préparation méthodique de la vengeance. Ils avaient peu d'armes, mais beaucoup de ruses. Thomas le forgeron transforma des morceaux de métal volés en pointes acérées. Antoine façonna des bâtons durcis au feu. Michel s'entraîna à lancer des pierres avec une précision mortelle. Même les femmes se préparèrent. Certaines taillèrent des couteaux, d'autres remplirent de petites gourdes de sable pour assommer par surprise. Chaque outil de travail devint une arme potentielle, mais au-delà des armes, il y avait un plan. Benoît, stratège, répartit les rôles. Morel goûtera au fouet, dit-il. Roche sentira ses os craquer, Launay sera noyé dans ses registres, Vanier portera le fer qu'il a tant aimé. Quant au colonel, il sera jugé par nous tous. Les esclaves acquiescèrent. Chacun connaissait la douleur infligée par l'un de ces hommes. Chacun avait perdu un frère, une sœur, un enfant, une mère sous leurs mains. Exécuter les bourreaux de manière symétrique n'était pas seulement une vengeance, c'était une justice, tordue mais implacable. Ils décidèrent de frapper lors de la prochaine nuit sans lune, quand l'obscurité serait leur allié. Les gardes s'endorment tôt après le rhum, nota Marie, une femme rusée qui espionnait souvent près de la grande maison. Les chiens, affirma Thomas, pouvaient être calmés avec des morceaux de viande enduits d'herbe. Tout était prévu. Avant de se séparer, Benoît demanda à chacun de répéter le serment. Les 47 levèrent leurs mains tachées de sang et crièrent à l'unisson « Liberté ou mort ». Le cri résonna dans la nuit, porté par le vent, comme un écho venu d'Afrique. Certains jurèrent avoir vu les branches du fromager trembler, comme si les esprits avaient entendu et donné leur bénédiction. À partir de ce soir-là, chaque journée parut interminable. Les coups de fouet, les humiliations, les ordres hurlés résonnaient autrement. Car derrière chaque regard baissé, derrière chaque dos courbé, il y avait un secret. Bientôt, ce serait fini. Bientôt, les rôles seraient inversés. Les contremaîtres, arrogants, ne remarquèrent rien. Le colonel Dubois, aveuglé par sa propre certitude, ne soupçonnait pas que sous ses yeux, une armée de vengeurs se formait. Il croyait ses esclaves soumis à jamais. Mais dans l'ombre du fromager, 47 cœurs battaient au même rythme, prêts à embraser la nuit. La nuit du 13 juin 1876 s'abattit sur l'habitation Dubois comme un manteau de mort. Aucune lune n'éclairait le ciel. Seules les torches des gardes brillaient faiblement, projetant des ombres dansantes sur les murs blanchis à la chaux. Mais derrière ces ombres se dissimulaient 47 silhouettes, silencieuses, prêtes à frapper. Tout commença par les chiens. Thomas, le forgeron, s'était approché avec des morceaux de viande, enduits d'herbes soporifiques. Les molosses, d'ordinaire féroces, engloutirent les morceaux et s'écroulèrent dans un sommeil profond. Le premier obstacle était levé. Ensuite, les esclaves se divisèrent en groupes, chacun dirigé vers l'un des cavaliers de la douleur. Le plan était clair. Chaque bourreau devait mourir selon ses propres méthodes. Le premier fut Louis Morel, le maître du fouet. Endormi dans sa case proche des champs, il ne se réveilla qu'au bruit des pas. Quand il ouvrit les yeux, il était déjà ligoté, désarmé. Devant lui, Benoît d'Angola tenait son propre fouet. « Tu as gravé ta marque dans nos dos, »
dit-il calmement. « Ce soir, tu la porteras à ton tour. » Alors, sous les yeux de tous, Morel reçut coup après coup, jusqu'à ce que son corps, lacéré, s'effondre dans une mare de sang. Les esclaves ne crièrent pas, ne jubilèrent pas. Ils exécutaient une sentence. Le deuxième fut Étienne Roche, le briseur d'os. Sa carrure massive ne lui servit à rien face à la foule enragée. Les hommes se jetèrent sur lui, le frappant avec les mêmes bâtons qu'il utilisait contre eux. Ses cris déchirèrent la nuit, mais personne ne recula. Ses jambes cédèrent, ses bras se brisèrent sous les coups. Michel, dont le frère avait été tué par Roche, leva une lourde pierre et l'écrasa sur son crâne. Le géant tomba, enfin réduit à l'impuissance qu'il avait infligée aux autres. Le troisième, Pierre Launay, fut tiré de son lit, ses registres de punition jetés à ses pieds. Il tremblait, suppliant, tentant de marchander sa vie. « Je n'ai fait qu'obéir » criait-il. Mais les esclaves savaient qu'il avait transformé leur douleur en chiffres, qu'il avait réduit leur vie à des colonnes de souffrance. « Écris ton nom dans ton propre sang » lança François, avant de plonger la pointe d'une lame dans son torse. Ses gémissements s'étouffèrent, tandis que ses registres s'imbibaient de rouge. Enfin, Jean Vanier, le marqueur, fut saisi près de la forge. On l'attacha au pilori, et pour la première fois, il goûta au fer brûlant. Les esclaves chauffèrent la marque jusqu'à ce qu'elle devienne incandescente. Benoît l'approcha de son épaule et déclara « Voici ton sceau, pour tous ceux que tu as marqués comme des bêtes. » Le fer toucha sa peau, arrachant un hurlement atroce, mais cette fois, personne ne détourna les yeux. Tous regardèrent, gravant dans leur mémoire la justice rendue. Vanier succomba peu après, son corps consumé par la douleur qu'il avait tant aimé infliger. Il ne restait plus que le colonel Dubois. Le maître de l'habitation, réveillé par le vacarme, s'était barricadé dans sa chambre, fusil à la main. Mais quand la porte céda sous les coups, il découvrit qu'il n'avait plus devant lui des esclaves, mais un tribunal. 47 regards flamboyants fixés sur lui, 47 poings serrés. Dubois tira un coup de feu, blessant un jeune garçon à l'épaule. Mais avant qu'il ne recharge, François le désarma d'un geste. On le jeta au sol, son visage noble réduit à la poussière. Benoît s'avança, sa machette rouillée à la main. « Tu nous as jugés toute ta vie, dit-il. Ce soir, c'est à nous de te juger. » Un silence pesant suivit. Chacun se souvenait des humiliations, des coups, des morts. Chacun avait une raison de le haïr. Et dans ce silence, Isabelle, une femme qui avait perdu ses 2 enfants vendus par Dubois, cracha ces mots. « Qu'il goûte à nos chaînes !» Alors, on l'attacha avec les fers qu'il avait fait forger, on le traîna jusqu'à la cour, et là, sous le ciel sans lune, il fut exécuté. Pas d'excès, pas de spectacle, seulement la fin d'un règne. Le corps du colonel resta au sol, immobile, tandis que les esclaves levaient leurs poings vers le ciel en criant « Liberté ou mort !» Cette nuit-là, le sang des bourreaux se mêla à la terre qu'ils avaient souillée. Et pour la première fois, les esclaves de l'habitation Dubois ne baissèrent plus les yeux. L'aube du 14 juin 1876 se leva sur une scène de désolation et de défi. Dans la cour de l'habitation Dubois, les corps des 4 contremaîtres gisaient encore, brisés, lacérés, marqués par la justice des esclaves. Le colonel lui-même, autrefois figure intouchable de la puissance coloniale, reposait dans la poussière, ses yeux vitreux fixant un ciel qu'il croyait dominer à jamais. Pour les 47, cette vision était une victoire. L'ordre ancien avait été renversé, fût-ce seulement pour une nuit. Mais ils savaient que le temps pressait. Très vite, les colons voisins avaient vu les flammes, entendu les cris. Les nouvelles s'étaient propagées comme une traînée de poudre. À Fort-de-France, l'alerte fut donnée. Des soldats furent dépêchés, accompagnés de miliciens blancs avides de vengeance. La révolte de l'habitation Dubois ne pouvait rester impunie. Elle devait servir d'exemple, être écrasée pour que jamais plus une telle audace ne se répète. Dans la forêt,
Benoît d'Angola et ses compagnons avaient trouvé refuge, portant avec eux femmes et enfants. Leurs armes rudimentaires encore ensanglantées, leurs visages marqués par la fatigue, ils savaient que la chasse allait commencer. « Nous avons brisé leurs chaînes », déclara Benoît, « mais ils viendront avec leurs fusils. Alors souvenez-vous, nous ne mourrons pas en esclaves, nous mourrons en hommes libres. » La traque fut implacable. Les soldats avancèrent avec des chiens dressés pour flairer la sueur et le sang. Les miliciens connaissaient chaque sentier, chaque ravin. Pendant 2 jours, la forêt résonna de coups de feu, de hurlements, d'aboiements. Un à un, les insurgés furent rattrapés. Beaucoup tombèrent sous les balles, d'autres furent capturés vivants, leurs corps promis au gibet. Le dernier affrontement eut lieu dans une clairière étroite. Une trentaine de révoltés tenaient encore, encerclés par des dizaines de soldats. Les fusils crachèrent le feu, mais les esclaves, armés de machettes et de bâtons, chargèrent malgré tout. Ce fut un carnage. Michel, le jeune fougueux, tomba le premier, la poitrine transpercée. Thomas, le forgeron, fracassa le crâne d'un soldat avant de s'effondrer, criblé de balles. François, le géant, continua de frapper même après avoir reçu 2 coups mortels. Au centre, Benoît d'Angola tenait encore debout, sa machette rouillée à la main. Ses yeux lançaient des éclairs, son corps saignait de multiples blessures. Les soldats hésitaient à l'approcher, tant sa présence imposait encore la crainte. Mais un tir bien ajusté l'atteignit en pleine poitrine. Il tomba à genoux, leva les yeux vers le ciel et murmura « Nous ne mourrons pas à genoux ». Puis il s'écroula, le visage tourné vers la terre qui avait bu tant de sang. La révolte de l'habitation du bois fut écrasée. Les survivants capturés furent pendus publiquement, leurs corps laissés en exemple à l'entrée des plantations voisines. Les colons crurent ainsi étouffer la rébellion, croyant effacer jusqu'au souvenir de cette nuit. Mais la mémoire ne se laisse pas enchaîner. Dans les cases, dans les villages, dans les veillées, on continua de murmurer l'histoire de Benoît et des 47. On l'a transmis comme un feu sacré, la nuit des vengeurs. On disait que le fromager sous lequel ils avaient prêté serment tremblait encore de leur voix. On racontait que, par les nuits sans lune, on entendait au loin le claquement d'un fouet et, aussitôt après, les cris de leurs bourreaux, comme si les esprits répétaient la justice éternelle. L'histoire officielle, bien sûr, tenta de gommer ces événements. Dans les archives, on parla d'une mutinerie, d'un crime barbare, d'un châtiment nécessaire. Mais dans la mémoire populaire, dans les chants transmis en cachette, Benoît d'Angola devint un héros. On le décrivait comme un guerrier invincible, mort debout, le poing levé. Aujourd'hui encore, dans certaines familles martiniquaises, son nom est prononcé comme une bénédiction. Les anciens disent à leurs enfants « Souvenez-vous de Benoît et des 47. Ils n'ont pas gagné, mais ils nous ont montré le chemin. » Et dans chaque souffle de vent qui traverse les champs de Cannes, on croit entendre leur serment résonner « Liberté ou mort ».